et messieurs, bonsoir. La diversité biologique est définie comme l'ensemble de toutes les formes de vie dans leurs différences inter- et intragénétiques. Aujourd'hui, la question de la préservation de la biodiversité préoccupe tous. Et d'ailleurs, selon Kofi Annan, la diversité biologique constitue notre assurance vie, notre ceinture de sécurité. Il se fait aujourd'hui malheureusement que pour pouvoir nous développer, pour pouvoir survivre et améliorer nos conditions de vie, il nous arrive parfois d'adopter un certain nombre d'attitudes qui érodent, qui dégradent cette même biodiversité sur laquelle dépend toute forme de vie. Que faisons-nous à notre diversité biologique? Que font des acteurs organisés? C'est à cette question que nous allons répondre cet après-midi dans l'émission Terre à Terre Plus, Terre à Terre Plus, qui vise donc à donner la parole aux spécialités et aux spécialistes dans toute la sous-région. Et nous avons le privilège et le plaisir immense ce soir d'accueillir le professeur Aimé Nianiogo. Il est donc le directeur de l'UICN Afrique de l'Ouest. Donc quand on dit l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes à Lomé dans le cadre d'un atelier organisé dans le souci de pouvoir mutualiser les plans de convergence et vous avez bien voulu discuter avec nous. Encore merci et bienvenue à Lomé. Professeur Nianiogo, vous venez de Ouagadougou jusqu'à ici. Est-ce que vous avez décidé de travailler dans la biodiversité par vocation, par choix? Qu'est-ce qui vous a amené dans ça? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Depuis l'enfance de chacun d'entre nous, on est très proche de l'environnement, on est très proche de la nature. Toutes les petites bestioles, les margouillards, les sauterelles, etc., qui animent la vie des enfants, on grandit avec ça. Éventuellement, on se rend compte que ça disparaît. On se rend compte qu'on ne peut plus voir d'animaux sauvages. Et on se rend compte que si rien n'est fait, on va aller vers une situation qui va être complètement artificielle. Et on n'est pas très certain qu'à terme, la vie sera possible, que les êtres humains ne vont pas se bagarrer pour les maigres ressources qui vont exister. Et le résultat, c'est que beaucoup d'entre nous finissent par aller travailler dans l'environnement. En tout cas, c'est mon cas. Mais la biodiversité, elle a été créée par Dieu pour nous. Alors où est le problème? On peut quand même s'en servir, on peut quand même se développer. J'ai droit aussi à construire une bonne maison en bambou, à banco, ou en teck, ou les bois rares. Tout à fait. Vous avez absolument de présenter les choses comme ça, mais regardez par exemple dans une famille. Peut-être qu'au Togo, il y a assez d'humidité, mais prenez les pays sahéliens où le paysan doit travailler 3 mois et ensuite il doit nourrir sa famille pendant 12 mois. Cela veut dire qu'une fois qu'il a la ressource, les céréales, c'est-à-dire le sorgho, le maïs ou tout ce que vous pouvez produire avec la terre, vous devez gérer cela de manière parcimonieuse pour vous assurer que à la fin de l'année, tout le monde est toujours là et tout le monde est en bonne santé. C'est pour cela que les greniers ont un rôle très très important en Afrique de l'Ouest. Je le dis entre parenthèses parce qu'il y a des pays, il y a des régions qui ne connaissent pas de greniers. En Afrique centrale, dans les zones très humides, on n'a pas besoin de greniers parce que la nourriture est là tous les jours. Mais dans la zone sahélienne, c'est absolument indispensable. Et c'est l'homme qui surveille, si vous voulez, le déstockage. C'est les femmes qui préparent, si vous voulez, mais l'homme surveille. Il ne veut pas qu'on enlève au-delà d'une certaine quantité parce qu'il veut être certain de boucler toute l'année. Vous voulez me dire que je me dois de m'imposer une certaine limite à ma gestion de ce qui m'entoure? Absolument. Ce à quoi vous pouvez avoir accès, vous devez le gérer de manière à être certain que vous pourrez l'utiliser aussi longtemps que possible. Ensuite, vous êtes un certain nombre dans une famille. Le père de famille ne peut pas manger et laisser les autres. Il faut une certaine équité. Les enfants doivent être mieux nourris que leurs parents. C'est la même règle au niveau planétaire. Nous devons d'une part nous assurer que nous vivons dans une certaine équité, qu'il n'y en a pas qui sont super nantis et d'autres qui n'ont accès à aucune ressource, par exemple la terre, par exemple les produits forestiers, par exemple les produits de la mer. Il faudrait que, autant que les capacités vous le permettent, vous puissiez y avoir accès. Maintenant, une fois qu'on a accès, il survient ensuite un problème de jusqu'à quand est-ce qu'on peut exploiter? Est-ce que en insistant et en insistant tous les jours, on ne finit pas par faire disparaître la ressource qui vous permet de vivre? Vous savez, quand vous prenez un milieu fermé, prenez par exemple, je ne sais pas, un morceau d'ananas, vous le mettez dans un bocal, vous mettez quelques microbes, ils vont se multiplier, ils vont devenir des millions, sinon des milliards. Mais quand ils auront saturé le milieu, ils vont tous mourir.
parce qu'il n'y a plus d'aliments, parce qu'ils sont submergés par les déchets. C'est la même chose au niveau planétaire. Nous avons besoin de nous assurer que nous exploitons rationnellement et que notre nombre, à un moment donné, ne devient pas tellement important par rapport à la capacité de production de l'environnement, par rapport à notre propre capacité de production, que nous, la planète disparaît, ou bien que nous, les êtres humains, disparaissions. Donc je crois que c'est une question de survie de l'ensemble de l'humanité. L'apocalypse, Armageddon, la fin du monde, vous voulez me dire que ça peut aussi venir de l'érosion de la biodiversité? Bon, regardez déjà le changement climatique. Si nous continuons à ce rythme, les températures vont continuer d'augmenter. Éventuellement, un certain nombre d'espèces vont disparaître. Il y en a qui partent déjà, il semble. Hein? Il y en a qui ont déjà disparu. Vous savez, il y a des espèces très importantes mais très fragiles. Par exemple, si vous êtes au Sahara, une espèce qui est là-bas, une espèce végétale, doit avoir la capacité, en une seule pluie, de germer, de grandir, de produire des graines et de mourir. Sinon, c'est fini. C'est fini. Cette espèce ne va pas exister. Et il y a d'autres espèces dans les milieux plus humides qui attendent qu'il pleuve suffisamment pendant 2 semaines ou 3 semaines avant de germer, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'eau. Donc avec le changement climatique, nous allons avoir des situations où les conditions ne vont plus permettre à certaines espèces d'exister. Et éventuellement, comme nous dépendons de toutes ces espèces, notre survie va être remise en cause. Bon, donc aujourd'hui, quand même, effectivement, nous en comptons, il semble, près de 11 millions d'espèces. Il y en a que nous ne connaissons presque pas ou connaissons pas très bien. Mais quand même, vous vous organisez. Et donc, on a, par exemple, parmi ces acteurs, l'Union internationale de la conservation de la nature. Qu'est-ce qui a été à la base de la mise en place d'une telle organisation gigantesque qui aussi bouffe une bonne partie des ressources? Vous pouvez le dire, mais souvenez-vous qu'il y a eu les 2 grandes guerres mondiales, il y a eu la dernière guerre notamment, et mettez-vous en Europe immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Vous allez voir un paysage de destruction. Tout est détruit. Regardez un peu les images qui vous viennent de Syrie et vous constaterez le type d'image qu'on pouvait voir au lendemain de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ceci a choqué beaucoup de gens. Ça a choqué des politiques, cela a choqué également des scientifiques qui se sont dit, mon Dieu, si ça continue comme ça, on ne va pas vivre longtemps. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on préserve, parce qu'avec la guerre, on a également éliminé beaucoup d'animaux sauvages qui ont reculé, qui sont allés très loin, qu'on ne retrouve plus dans certains des pays. Donc cela a été un des facteurs qui a motivé certains à faire un effort supplémentaire pour voir dans quelle mesure la biodiversité, les paysages naturels pouvaient être conservés. Je crois que cela fait partie des motivations initiales. Ensuite, en dehors même des préoccupations de conservation, vous savez que l'homme a toujours fait des recherches. On a toujours travaillé sur les plantes, on a toujours travaillé sur les animaux, essayé de décrire les espèces animales. Maintenant, avec la conservation, on le fait avec plusieurs autres objectifs. Un des objectifs étant de s'assurer que les différentes espèces restent sur Terre, restent présentes parce qu'elles sont utiles à la Terre. Même les moustiques, les grenouilles, cacaraka, chez nous, c'est là. On fait quoi avec ces trucs-là? Tout à fait. Bon, vous savez, c'est une question d'équilibre. Les moustiques sont là parce que nous sommes là. Ils sont plus nombreux parce qu'on est plus nombreux. Ils sont à manger avec nous. Les cancrelats ne vivent pas, vous n'en trouvez pas en masse dehors, vous les trouvez dans les concessions. C'est nous qui créons les conditions pour permettre à ces cancrelats, à ces rats de maison, de vivre. Donc c'est une question d'équilibre. C'est à nous de voir comment on veut vivre. Vous savez, le constat que je fais souvent, c'est que quand vous êtes vraiment dans un village reculé, il n'y a pas de moustiques. Beaucoup de villages sont comme ça. Par contre, vous allez au Sahel, où normalement il n'y aurait pas eu de moustiques, l'agglomération qui se retrouve avec beaucoup d'habitants, avec un peu d'eau, on retrouve plein de moustiques. Ça veut dire que notre façon, notre mode de vie, nos modes de vie, nos modes de consommation aussi, quelquefois favorisent tous ces facteurs, tous ces vecteurs qui nous empoisonnent la vie. Bien entendu, il y a également des vecteurs comme ceux de l'onchocercose, qui ne dépendent pas en fait des peuplements humains. Le virus d'Ebola, bon, tout à fait. Il faut aussi partir de la biodiversité. Voilà. C'est pour cela que nous avons besoin de prendre les dispositions pour que chaque être vivant reste dans son milieu et que l'une ne soit pas envahissante par rapport à l'autre. Mais il y a ces espèces qui nous envahissent quand même. Hein? La lagune de Lomé, là, on est totalement envahi. La mairie dépense 2 milliards chaque année pour curer la lagune, mais 2 ans après, ils reviennent.
Tout à fait. On a beaucoup de sources de pollution et, si vous voulez, beaucoup d'espèces à la fois animales et végétales qui nous envahissent progressivement. Mais si vous avez bien regardé l'origine des espèces envahissantes, c'est assez souvent des espèces qui ont été transportées d'un milieu où elles étaient en équilibre Mhm. à un autre milieu où elles n'ont pas de concurrents ou bien elles n'ont pas de prédateurs. Ici, ça peut être, comme cela se passe également dans le nord du Sahel, vous avez des milieux où vous avez une grande diversité biologique au niveau végétal. Et quelquefois, vous avez une telle concentration de bovins, de bœufs, Mhm. de chèvres et Oui, autres, oui, qu'elles mangent tout ce qui est bon. Et à la fin de l'opération, vous n'avez plus que les espèces qu'on ne désire pas qui sont là. Et c'est c'est ça. elles qui deviennent envahissantes puisque personne n'en veut. Tout Elles à sont fait. libres de prospérer. Oui, oui. Donc c'est un peu aussi notre action qui quelquefois favorise ces problèmes-là. Parlons à présent de la question de la biodiversité et de la place qu'elle occupe dans les politiques. Effectivement, avec la Convention sur la diversité biologique qui a été donc adoptée à Rio en 92, les États ont été encouragés à mettre en place des plans d'action et des politiques, des programmes d'action. Aujourd'hui, l'UICN accompagne un certain nombre de partenaires, le PACO à l'échelle ouest africaine. Où est-ce que nous en sommes avec ces politiques? Pourquoi assistons à autant de braconnage? Pourquoi des aires protégées continuent à être vilipendées? Pourquoi encore des espèces nous envahissent? Pourquoi des espèces rares menacées d'extinction sur les listes de l'UICN ne bénéficient d'aucune protection ou presque? D'abord, je veux vous rappeler que l'UICN existe sur l'ensemble des continents, que dans notre zone, nous avons un bureau régional qui est basé à Ouagadougou. Ce bureau couvre l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc des pays qui vont de la Mauritanie jusqu'au Burundi, en passant évidemment par la RDC et le Togo. Ensuite, il faut également se rappeler que le rôle d'institutions comme l'UICN, c'est d'aider les pays, c'est d'aider les organisations, c'est d'aider les communautés, en attirant leur attention sur les problèmes environnementaux, en leur faisant comprendre les risques qui sont associés à ces problèmes, et ensuite en essayant de leur expliquer ce que tous ces pays, que ces communautés gagneraient à travailler d'une meilleure façon par rapport à la biodiversité. Dans ce sens-là, il est évident que nous devons répondre à l'ensemble des préoccupations. Une de ces préoccupations, c'est le braconnage que vous avez mentionné. Le braconnage, il faut d'abord étudier sa source. Elle est souvent économique. Elle peut être simplement culturelle. Il y a des chasseurs traditionnels dont c'est la culture, c'est un plaisir pour eux d'aller chasser. Mais le prélèvement est quand même marginal devant ces compagnies, ces groupes organisés, ces mafias-là. Tout à fait. Vous savez, il y a pas mal d'aires protégées où on permet aux communautés riveraines de faire des prélèvements. Parce qu'on sait que ce n'est pas leur travail qui va aboutir à la disparition des espèces. Le problème, ce ne sont pas les riverains, ce sont ceux qui sont loin des riverains. Par exemple, si vous êtes à Lomé et que vous voulez manger de la viande de lion, vous jouez sur celui qui habite l'aire protégée, il va faire le prélèvement pour vous. Même si lui n'a pas besoin de lion, parce qu'il a des problèmes économiques. Oui, tout à fait. Donc disons qu'il y a ça d'abord. Ensuite, vous avez certains produits comme l'ivoire qui ont repris de la valeur depuis quelques années. Si vous voulez savoir, il y a 15 ans, au Burkina Faso par exemple, on avait à peine un éléphant abattu par an. Mais depuis 4 ou 5 ans, c'est remonté en flèche et actuellement nous sommes à presque 100 éléphants par an. 100. Alors que la chose avait quasiment disparu et les gens vivaient bien avec les éléphants. Donc c'est une motivation économique. Vous savez que le commerce de l'ivoire est devenu extrêmement lucratif au point que nos ports même servent quelquefois à faire partie de l'ivoire qui n'a pas été chassé localement. Oui, tout à fait. Vous en savez certainement quelque chose. Le rôle de l'UICN maintenant, c'est de travailler avec les États, les communautés, pour les inciter à mettre en place des politiques, pour les aider aussi à capter des financements, parce qu'on ne peut rien faire sans argent, pour les aider surtout à travailler ensemble. Je vous donne un exemple. Le ranch de gibier de Nazenga, qui est au sud du Burkina Faso et qui fait frontière avec le Ghana, l'une des limites, la limite sud de ce ranch, fait frontière avec le Ghana.
Et vous savez, la zone du ranch, c'est la zone traditionnelle de chasse des villages qui sont du côté du Ghana. Et d'un jour à l'autre, les Burkinabés ont décidé qu'ils vont en faire une aire protégée, mais les Ghanéens ne sont pas concernés, ils sont dans leur pays. Bien sûr, en traversant une frontière, ils ne sont plus tout à fait dans leur pays, mais ils avaient l'habitude depuis des décennies de passer de l'autre côté pour chasser. Si le Ghana et le Burkina ne travaillent pas ensemble, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on collabore, il faut que les deux États collaborent. Et l'un des rôles que l'UICN joue justement, c'est qu'ici nous avons travaillé avec les deux pays au point qu'ils ont signé un accord de gestion concertée des écosystèmes partagés. Parce que nous savons que les éléphants sont partagés. Vous savez, une grande partie des éléphants qui étaient dans le nord du Togo dans le temps, une partie est au Burkina dans le ranch Nazenga, une partie est à la Pendjari, oui. Une autre partie est dans les ranchs de Pama. Tout à fait, non, c'est que nos animaux sont chez vous. Hein. Bon, vous savez, la notion de propriété des animaux aujourd'hui, ils n'appartiennent pas au Burkina ou au Togo, ils appartiennent à l'Afrique de l'Ouest. Mais nous, c'est fini, on a la démocratie. Maintenant, comment faire revenir nos éléphants? C'est lors des périodes de troubles là qu'on les a tous chassés. Tout à fait. Mais là, la démocratie est là, il faut leur dire aux animaux de revenir chez nous. Tout à fait, mais je crois que le gouvernement travaille dans ce sens. Le gouvernement et l'ensemble de la sous-région, à travers notamment le parc, les parcs de l'entente, travaillent dans ce sens. Ils travaillent à recréer les conditions pour permettre aux populations d'éléphants de revenir. Mais vous savez que le problème n'est pas simple parce qu'entre-temps, quand les éléphants sont partis, les communautés ont occupé le terrain. Bien sûr. Donc on est obligé de discuter avec elles, de nous accorder, de voir qu'est-ce qui est faisable, quel est leur niveau d'intérêt, comment ils peuvent profiter eux aussi d'un retour éventuel des éléphants. Et quand on sera tous d'accord, ça sera plus facile de faire revenir les éléphants. Mais évidemment, c'est un travail de longue haleine. Vous parlez tantôt des aires protégées et une initiative formidable a été entamée très récemment par la GIZ au niveau du Togo et du Bénin. C'est la création, donc c'est le projet de création d'un parc de réserve transfrontalier, parc de réserve de biosphère transfrontalier. À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, un groupe de jeunes a été sélectionné au niveau des 8 sites concernés par ce projet pour faire le tour, n'est-ce pas, de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono. Appréciez cet élément, ce reportage qui fait un peu le point sur le parcours de ces jeunes, ce qu'ils vont découvrir, ce qu'ils vont apprendre pendant 10 jours à travers les plaines du Mono. Suivez plutôt. Le bassin du Mono, c'est un bassin ayant une superficie de 24 300 km², dont 21 300 pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin. Et ce bassin est partagé par les deux pays, le Togo et le Bénin. Et actuellement, la gestion du bassin n'est pas à la hauteur des attentes. Et le Togo et le Bénin actuellement sont en train de mettre en place une institution autonome de gestion de ce bassin, qui est l'autorité du bassin du Mono. Donc, les conventions et statuts ont été signés par les deux chefs d'État le 30 décembre 2014. L'île de Hadivi spécifiquement, qui est une île fluviatile du cours d'eau Mono. Cette île se définit comme une terre entourée d'eau et on distingue les types d'îles, une île océanique et une île continentale. Dans le cadre de Hadivi, c'est une île continentale qui est issue des mouvements du cours d'eau Mono. Les communautés sont secouées par les inondations récurrentes
qui méritent une attention particulière dans la gestion du bassin. Il serait difficile pour cette communauté de pouvoir aussi y rester sur cette île. Comme une singularité pour le Togo et le Bénin, cette île mérite vraiment une gestion durable. Donc nous sollicitons tous les acteurs, l'État, les organisations de la société civile, tous les partenaires à y investir, et à faire le reboisement, à voir comment au moins implanter une école pour les communautés qui y sont, un centre de santé pour les communautés, à développer des projets de reboisement pour reboiser les berges du cours d'eau et éviter les sappements de ce cours d'eau. Nous avions remarqué lors de notre tournée qu'il y a une conscientisation des communautés de l'île parce qu'elles ne savent pas la portée de ce cours d'eau dans leur vie, vu que quand bien même que le cours d'eau leur donne à manger, leur fournissent des vivres, du poisson et fertilisent le sol pour l'agriculture, cette protection du cours d'eau n'est pas reconnue par les communautés. Et les pratiques, certaines pratiques comme l'extraction de l'huile, le bord du cours d'eau, les débris qui sont jetés, parfois les communautés s'adaptent en remplissant les sacs de coques de noix de palme qu'elles laissent le bord du cours d'eau et que le cours d'eau vient aussi emporter. Tout ça là vont dans le fond dans le lit du cours d'eau, et ce qui entraîne l'envasement du cours d'eau. Les communautés à court terme doivent commencer par faire le reboisement, reboiser là où ils sont, et collaborer avec les partenaires locaux, c'est-à-dire les acteurs locaux, les préfets, les institutions déconcentrées de l'État, les maires, et les organisations de la société civile, les ONG et les associations, pour qu'on puisse aussi contribuer et définir des moyens, des stratégies pour pouvoir aménager le cours d'eau. Ici, on a eu un débat communautaire avec les chefs et les responsables de groupements, les présidents CVD et autres, sur les informations recueillies lors de notre tournée auprès dans les villages. Et on a eu à discuter des problèmes, des différents problèmes rencontrés, les différentes activités réalisées, et les projets, les idées de projets qu'on peut valoriser, les différents sites. D'abord, il y a une sorte de conflit entre les villages riverains de la forêt. Ils se réclament le droit de la gestion de la forêt. Selon eux, avant c'était le canton de Boto qui couvrait la forêt et il y avait tellement de problèmes. Mais après ils ont eu à scinder le canton en deux parties et le canton de Ségodien est actuellement propriétaire de la forêt. Et par rapport à Fito, les problèmes soulevés, il y a d'abord manque d'infrastructures routières. La route est tellement en mauvais état. Et puis, il n'y a pas une gestion durable de la mare. Les sociétés implantées dans le bassin comme la SNPT, la Société nationale d'exploitation du phosphate, Wassem qui exploite le calcaire pour la fabrication du ciment dans le bassin. Il y a d'autres sociétés aussi minières qui exploitent le gravier, le sable dans le bassin. Donc toutes ces sociétés, l'activité de toutes ces sociétés induisent plusieurs impacts sur la gestion du bassin. Le 4 juillet 2014 à Cotonou, les deux ministres, le ministre des deux pays, Togo et Bénin, ont eu à adopter les statuts et signer les tests, les statuts de la mise en place de l'autorité du bassin du Mono. En fin d'année 2014, plus précisément le 30 décembre, le Togo a eu finalement, après le Bénin, a signé, à travers les deux présidents, a signé les statuts et les conventions de la mise en place de l'autorité du bassin du Mono. Du côté des organisations de la société civile, JVEU a eu à conduire une étude
de mapping sur les organisations de les acteurs intervenant dans le bassin, où nous avions eu à recenser à plus de 300 acteurs intervenant dans le bassin. Nous avions eu aussi à commencer par organiser les communautés, où un comité provisoire du Forum des citoyens a été mis en place et qui va piloter un processus citoyen de mise en place d'une institution citoyenne dans le bassin du Mono. Parmi les menaces qui pèsent sur la biodiversité figure la perte de l'habitat, figure aussi des pratiques agricoles non durables, figure aussi l'introduction d'espèces, mais aussi le génie génétique. Et nous avons avec nous un spécialiste, le professeur Emene Anyogo. Il est donc le directeur de l'UCN de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes d'ailleurs spécialisé en nutrition animale. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer la question de la faim dans le monde, parce qu'il semble que 1 milliard de personnes dorment presque chaque jour sans manger, on nous propose les OGM, on nous propose de jouer un peu avec la biodiversité. Malgré que des accords ont été signés, des cadres ont été mis en place, quelle est la position aujourd'hui de l'UICN sur la question des OGM? Bon, il faut dire d'abord que, en général, l'UICN prône le principe de précaution. Quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne s'engage pas. Il faut être certain de mesurer toutes les facettes, de bien comprendre ce vers quoi on va avant de s'engager. Maintenant, vous savez, si vous prenez le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la plupart des pays où nous sommes, un simple paysan peut avoir plus d'une quinzaine de variétés de sorgho. C'est ça. De chaque espèce semencière, de chaque espèce cultivée, il a plusieurs variétés. Et il choisit en fonction de la pluviométrie, en fonction du sol, en fonction de l'humidité du sol, etc. Le problème fondamental avec les OGM, si vous voulez, on peut dire qu'il existe à 2 niveaux. Le premier, c'est la dépendance irréversible du paysan vis-à-vis d'un vendeur de semences. C'est-à-dire que chaque année, il est obligé d'acheter la semence avec quelqu'un. Donc, il dépend du prix et de la disponibilité. Mais il peut, comme on fait, il peut garder un peu dans son grenier, comme on met le maïs. Justement, vous savez, ce sont des hybrides. C'est-à-dire que la semence, la graine que vous récoltez, vous pouvez la manger, mais si vous la semez, elle ne donne rien. Oh! Donc les semences sont programmées pour que juste on les récolte pour les manger. Écoutez, c'est comme, on ne peut pas les garder pour la prochaine saison. C'est comme certains fruits greffés. La mangue que vous greffez, la graine normalement ne pousse pas, ou si elle pousse, elle ne vous donne pas quelque chose de bon. Conclusion, chaque année, il faut que le paysan aille chez ITRA, ICAT ou je ne sais pas quelle société internationale pour s'acheter les semences. Tout à fait. C'est grave. L'autre élément, c'est qu'on ne connaît pas, si vous voulez, l'impact à long terme des OGM. Pardon. On ne connaît pas, il y a pas mal d'essais qui se sont passés, certains avec des résultats très négatifs. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire c'est extrêmement négatif, c'est totalement mauvais, etc. Mais quand même, à côté de vous, le Burkina a essayé le coton BT, le coton auquel on a injecté le Bacillus thuringiensis. Qu'est-ce que cette expérience, au moins burkinabé, vous apprend? Vous savez, l'avantage du coton au Burkina, c'est qu'il est encadré maintenant par des associations de producteurs qui sont très avisés. Ils vont un peu partout dans le monde, dans des grands séminaires, ils vont parler du coton, ils vont discuter avec les Américains pour leur dire de cesser de subventionner leur coton. Donc ils sont assez avisés. Et aujourd'hui, eux reviennent sur les OGM, sur le coton BT. Ils reviennent dire qu'ils ne savent pas pourquoi on s'est engagé, parce qu'ils sont devenus très dépendants. Parce que tout ce qu'on leur avait promis avec le coton BT ne vient pas, parce qu'on avait dit ça résiste à toutes les maladies, ça produit beaucoup. Aujourd'hui, ils reviennent de toutes ces illusions-là et beaucoup réclament maintenant de revenir à un coton normal pour lequel ils vont produire eux-mêmes les semences et ne plus dépendre de quelqu'un. Autrement dit, les cotoculteurs togolais, il ne faut même pas s'aventurer dans les cotons génétiquement modifiés. Hein. En tout cas, ils auraient intérêt à aller côtoyer les cotonculteurs burkinabés pour savoir pourquoi eux, après toutes ces années, sont en train de laisser tomber. C'est ça. Donc voilà la question des OGM, c'est assez clair. Mais l'autre souci qui nous intéresse
beaucoup quand on parle de biodiversité, c'est les cadres qui ont été là. Il y a la convention sur la diversité biologique, il y a une autre convention sœur sur la désertification, il y en a sur le climat, et puis il y a la CITES pour protéger les espèces et tout ça. Et récemment, vous y avez ajouté le protocole de Cartagena sur la biosécurité, et il y a d'autres, Kuala Lumpur, Nagoya récemment, sur le partage des bénéfices. Nous avons fait, professeur, nos amis les Blancs viennent tous les jours s'accaparer de nos ressources, de nos terres, de nos espèces génétiques, et pour les mettre dans les eaux, dans les parcs, dans les, je sais pas comment vous les musées. Et après, il faut leur demander qu'est-ce qu'on fait devant ça. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que si nous continuons à leur envoyer des espèces, s'ils viennent prendre des photos de nos fleurs, est-ce que ça nous avantage aujourd'hui? Comment faire pour que, effectivement, pour chaque produit, chaque médicament développé sur la base de nos espèces ici, nous puissions aussi en profiter? Bon, vous savez, vous avez parlé des photos. Si ce ne sont que les photos, ça va. Je pense que c'est de belles images. Oui, L'animal reste dans son pays. Tout à fait, oui. Le problème fondamental, c'est les pays n'ont pas le même statut social. Je veux dire, on n'est pas au même niveau de richesse. C'est ce qui permet à des pays comme l'Afrique du Sud d'avoir aujourd'hui presque toutes les espèces représentées en Afrique. Parce que normalement, l'attrait d'une région ou d'un pays donné, ce sont les espèces qui existent dans ce pays qui n'existent ailleurs. Ils n'existent pas ailleurs. Or, aujourd'hui, en Afrique du Sud, ils sont capables de venir acheter n'importe quel couple de n'importe quelle espèce animale ici, d'aller l'élever, le multiplier chez eux, et le touriste, au lieu de venir au Togo, il ira là-bas, parce qu'il a une plus grande une plus grande gamme, si vous voulez, d'espèces qu'il peut voir. Donc ça, c'est un des problèmes que nous avons. Le deuxième problème, c'est, si vous voulez, c'est pas tellement le vol de la ressource, c'est le vol du savoir. C'est ça. Parce qu'en réalité, quand on parle de biodiversité, vous savez, on associe la culture de l'homme. Parce que la biodiversité, sans l'homme qui y vit, c'est presque rien. Non, le pygmée, par exemple, il connaît très bien sa forêt, il sait quelle est la valeur de chaque plante, de chaque animal, etc. Donc ça va avec lui. Si vous lui enlevez la forêt, il ne peut plus vivre. Donc le problème fondamental, ce n'est pas simplement l'arbre ou l'animal qu'on enlève, c'est également le savoir-faire du paysan. Je vais vous donner un exemple. Au Burkina Faso, dans le temps, quand une jeune femme se mariait et s'apprête donc à avoir un bébé, la plus grande hantise, c'est que son bébé ne survive pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donnait une décoction d'acacia nilotica et apparemment, en tout cas ce que les paysans disaient, c'est que ça stimulait la production de lait. Et là, on est certain que l'enfant non seulement va survivre, mais il sera fort. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a une de nos collègues, de nos jeunes collègues, une de nos étudiantes qui a prélevé les décoctions, les feuilles d'acacia nilotica, qui est allée travailler aux Pays-Bas pendant 3 ou 4 ans, qui a extrait les substances actives et qui a démontré que la décoction d'acacia nilotica, quand on l'injecte, elle a utilisé plutôt des souris, quand on l'injecte aux souris qui sont gestantes, ça provoque l'accroissement de la taille des mamelles, ça provoque la sécrétion de prolactine qui est l'hormone qui conduit à la production de lait, maternel, ça augmente le taux de protéines dans le lait et ça augmente finalement le volume total de lait. D'où ça vient? C'est un savoir qui était là. Et le problème que nous avons, c'est qu'on a des milliers de cas comme ça, qui existent, mais qu'on n'a pas inventoriés, qu'on n'a pas catalogués, pour lesquels nous n'avons aucun brevet. Et donc, on a quelquefois des gens qui viennent, qui écoutent, qui vont exploiter et qui ils mettent des brevets, c'est fini, oui. Ils font des millions après, et nous, pendant ce temps, le pauvre paysan est toujours dans sa boue. Mais il semble que même une igname variété béninoise a été déjà brevetée en Europe. Bon, c'est comme ça. Vous savez, la pintade, par exemple, est élevée comme une pintade de chair en France. Ça n'existait pas en France. Ils sont venus la prendre ici, pendant que nous avons toujours des problèmes parce qu'on a beaucoup de taux de mortalité avec nos pintades jusqu'à présent. Ben, là-bas, c'est un problème quasiment résolu. Cela veut dire que, nous avons besoin de développer notre recherche sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la valeur de chaque plante, de chaque animal. Nous avons besoin de prendre note, de capitaliser tout ce que nous avons comme savoir endogène. Nous avons ensuite besoin de protéger ce savoir endogène. Nous avons besoin d'amener ces plantes-là dans nos laboratoires parce que nous en avons. Et ensuite, de démontrer la valeur scientifique et l'effectivité, l'efficacité de ces plantes-là à traiter un certain nombre de maladies. Nous avons du travail. Je crois que le premier investissement que nous devons faire en matière de biodiversité, c'est un investissement dans le savoir, dans la capitalisation du savoir endogène
Ensuite, quelqu'un qui a besoin de ce savoir devra nous l'acheter. Tout à fait. Ça va changer le rapport de force. Vous parliez tantôt de ça. Je crois que la dimension de la découverte, mais aussi l'élément qui nous intéresse, dont vous avez fait mention, la biodiversité culturelle, qui est d'ailleurs un concept bien promu par l'UCN. Justement, ici, nous, il se passe des semaines de biodiversité culturelle. Et donc, très récemment, une encore a eu lieu. Et nous avons suivi un groupe de jeunes grimper la montagne. Suivez-moi, nous allons suivre ces jeunes au cours de la 11e, 12e ou 13e édition de la semaine de la biodiversité culturelle. Ça, c'est à Kwalimé, c'est à 120 km d'ici, pour voir quel est le lien entre nature et culture. Dans le cadre de cette activité, nous avons d'abord commencé à nous connecter avec la nature, avec M. Apollinaire Ossou. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu me reconnecter à la nature parce que vivre en milieu urbain signifie absence de nature. Et ici, c'était une expérience très intéressante. L'exercice qu'on a commencé à faire, le yoga, ça nous permet de faire cette ouverture à la nature. Et c'est une très bonne occasion quand on se trouve ici dans la forêt, à côté de rivières et tout ça. La biodiversité, c'est très intéressante aujourd'hui et pour construire notre Afrique. Puisque je suis tunisienne, je suis africaine aussi. Au début, d'abord, je dois avouer que la montée de la montagne n'a pas été du tout facile pour les participants.
Surtout que moi, malgré qu'on a des montagnes chez moi, c'est la première fois que j'en escalade. Ça a été vraiment une expérience inoubliable. Cette journée n'a pas été une journée facile, au début, bien sûr, parce que l'ascension de la pente n'a pas vraiment été facile. Mais une fois arrivé dans ce village, je dirais que vraiment, on se sent vraiment bien à l'aise ici. La vie ici à Kobatodji, d'abord c'est une vie rurale. À Kobatodji, il n'y a que la population rurale, il n'y a que des agriculteurs, des cultivateurs. Et au départ, à leur arrivée, ils vivaient des cultures vivrières. Mais par le temps, avec l'appauvrissement du sol, la population a changé de vie. Donc de la vie de culture rurale, de culture vivrière aux cultures de rente. Donc presque il n'y a plus les cultures vivrières et ils ne vivent que des cultures de rente. J'ai fait un rapide audit de JVE, un audit de présence numérique de JVE. Et ça permet de voir quelle est la visibilité que vous avez sur Internet. Quand on tape... L'échange avec la communauté rurale, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Il ne faut pas attendre l'assistance ou l'aide d'une autre personne pour faire ce que toi tu dois faire. Tu dois faire ton devoir et puis après... Aussi le contact avec les gens de ce village nous a permis aussi de voir la manière dont ils vivent, les problèmes environnementaux auxquels ils sont confrontés. Moi, je viens du Bénin et nous avons rencontré une population, nous avons pris contact avec eux pour voir comment ils vivent. Et nous avons compris que ces populations vivent dans des conditions un peu délicates parce qu'il y a assez de problèmes. Le premier d'abord, l'insécurité foncière. Mais en dehors de cela, il y a des problèmes liés au déboisement. Ce changement climatique, en fait, est dû au fait que dans l'ancien temps, il y avait des arbres. Et le climat était d'une manière que il pleuvait régulièrement. Le sol aussi était bien riche. Et les cultivateurs, les paysans essayaient de trouver leurs besoins dans le milieu. Mais avec l'abattage des arbres, alors il n'y a plus ce climat-là et cela fait que la manière dont les choses, la culture réussissait avant, ça ne réussit plus maintenant. Nous avons attiré l'attention sur le fait que les problèmes liés à l'environnement ne sont pas que le déboisement. Nous avons également la gestion des sachets, la gestion des piles, des déchets en général. Et nous avons mis l'accent sur les sachets et les piles. Par rapport aux piles, nous avons conseillé aux populations de ne plus les laisser partout dans la nature, mais plutôt de pouvoir les récupérer et les mettre quelque part à l'abri des enfants et loin des cuisines et des points d'eau pour que les piles ne soient plus un peu partout. Par rapport aux sachets, ce que nous proposons, c'est que lorsqu'ils finissent d'utiliser, ils puissent les mettre dans un sac pour que les sachets ne soient pas partout. Et ce qu'il faut surtout, c'est de limiter l'utilisation de ces sachets-là. Et les limiter en faisant les sachets à usage unique. Si j'achète ceci, que je ne prenne pas un sachet, j'achète une autre chose, je prends encore un sachet. Mais que quand je prends un sachet, je peux faire toutes mes courses avec et revenir, recycler le sachet, ne pas le salir, le reprendre. Donc comme ça, on va limiter un peu l'utilisation du sachet sur le milieu.
Vous vous levez. Assibé vous demande de baisser la main droite. De lever la main gauche. Assibé vous demande de lever la main gauche. Stop dance. Assibé dit stop dance. Vous avez pu bien vous en rendre compte, les jeunes sont beaucoup intéressés, les populations aussi ont dansé, ont joué, ont raconté les histoires et ont gravi les montagnes et ont parfois fait des cérémonies, bien entendu, à qui veut bien croire. Professeur, la biodiversité culturelle, le lien intéressant entre la nature et la culture. Aujourd'hui, comme on l'a vu dans le reportage, quel est l'importance de ça et comment nous pouvons faire pour que nos savoirs endogènes locaux ne disparaissent pas au nom de Alléluia ou de Allah Koubarou? Justement, je pense que c'est un très bon exemple que vous avez montré. D'abord, la biodiversité, il faut qu'on la préserve. Deuxièmement, il faut que le savoir endogène lui-même soit conservé à travers à la fois la recherche, mais également des hommes de médias qui peuvent enregistrer un certain nombre de pratiques pour les garder pour la postérité. Il faut également que, en ce qui concerne toutes ces pratiques culturelles, vous savez, dans chaque village, dans chaque communauté, vous avez des détenteurs de ce savoir. Tout à fait. Vous avez, bon, dans certains pays, c'est des griots, mais dans tous les cas, vous avez toujours soit des chefs de terre, soit des chefs culturels qui possèdent le sens de chacune des cultures, de chaque acte culturel qui est perpétré dans un village donné. Donc nous avons besoin de capitaliser tout ça, d'écrire des livres, de décrire tout ceci, des livres, des photos, de décortiquer chaque pratique pour savoir pourquoi elle existe, parce que rien ne se passe au hasard, rien n'est fait sans raison. Donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. À présent, la rubrique carton vert, carton rouge. Professeur, vous dirigez l'UICN depuis très longtemps, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Votre carton vert, vous l'attribuez à quoi? Qu'est-ce qui a beaucoup marché dans la sous-région? Ou quel pays, quel homme, qu'est-ce que vous trouvez excellent, formidable, extraordinaire en Afrique de l'Ouest? Je peux citer tous ces cas où, pour une aire protégée donnée, on a aidé les communautés à s'organiser, à se former, à améliorer leurs capacités, et ensuite on leur a confié la gestion de cette aire protégée. Ça s'est arrivé dans beaucoup de pays. Et par exemple, nous avons le cas de la Komoé-Liraba qui est tout à fait au sud du Burkina Faso, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est une expérience qui marche très bien. On n'a pas besoin de gardes forestiers parce que les villageois s'occupent eux-mêmes de leur forêt. Mais chez nous, c'est les populations qui parfois surveillent les gardes forestiers. Bon, ça c'est bien connu en Afrique. Carton rouge justement à ces mauvais forestiers. D'accord, mais alors votre carton rouge justement, si je vous donne encore un autre carton rouge, vous l'attribuez à qui? Quelle pratique, quelle personne, quel homme politique, quel chasseur, quelle compagnie multinationale mérite votre carton rouge? Je pense que c'est surtout l'ensemble des dispositifs de renseignement de nos États. Parce que vous savez, quand les carcasses, enfin, disons, quand les défenses d'éléphants traversent nos pays, c'est connu des services de renseignement. Vous avez la douane, vous avez la gendarmerie, vous avez la police, vous avez l'armée. Il y a beaucoup de renseignements dans nos pays, mais apparemment, ils ne jouent pas le jeu, sinon qu'ils jouent le jeu inverse. Carton rouge assez vous l'avez compris, la corruption, le président ne voulait pas le dire, la corruption, n'est-ce pas, est dans le trafic, ce qu'on appelle le trafic, géré justement par une convention de trafic. Alors, à présent, la rubrique mystère. Vous voyez la question qui est posée et répondez à la question pour gagner un joli cadeau.
Voilà, c'est la fin de Terre à Terre Plus, donc une émission additionnelle à la Terre à Terre à laquelle vous êtes déjà très habitués, qui se donne pour mission, n'est-ce pas, de pouvoir donner la parole à des acteurs clés. Et pour aujourd'hui, c'est un homme, un éminent acteur dans la défense de la biodiversité que nous avons eu, le professeur Aimé Naniogo, donc, qui est le directeur régional de l'UCN Parcours, donc le programme UCN qui couvre l'Afrique de l'Ouest et occidentale. Professeur, aujourd'hui, cette émission va pour les enfants qui écoutent, qui s'inquiètent de comment vous autres, et nous aussi les jeunes adultes, comment nous gérons nos produits. J'aimerais vous donner cette occasion pour parler aux enfants. Quel message d'assurance vous allez avoir pour eux et justement quel message pour les décideurs afin que la biodiversité, la vie soit préservée pour ceux-là aussi? En ce qui concerne nos chers enfants qui sont de toute façon le futur de l'humanité, nous sommes ici aujourd'hui et je me rappelle en Afrique du Sud, il y a un enfant qui a fait un discours et qui a dit « Vous savez, dans 50 ans, vous ne serez pas là. C'est nous qui serons là. » Donc, les enfants qui nous regardent actuellement, vous serez là demain, nous, on ne sera peut-être pas là. Donc, c'est à vous de surveiller tout ce qui se passe autour de vous, de protester quand vous voyez qu'on est en train de détruire l'environnement, de dire à vos parents de vous aider à mieux comprendre l'environnement, de vous amener dans des parcs naturels, de vous amener sur des fleuves, en mer, etc., pour que vous puissiez découvrir votre pays, que vous puissiez découvrir l'environnement et que vous soyez en mesure ensuite de défendre cet environnement s'il y a des menaces qui surviennent. Voilà le message très clair aux enfants et aux responsables politiques, puisque c'est eux qui ont eu vos cartons, mais vous aimeriez les empêcher d'un autre carton ou les sortir carrément du terrain la prochaine fois. Que peut-on faire pour garder la diversité biologique vivante ou ce qui reste pour qu'elle puisse continuer à soutenir la vie sur Terre? Je crois que la première chose, c'est de faire une réelle évaluation de la valeur économique des ressources naturelles, de la biodiversité, de toutes ces aires protégées, parce qu'il y a des valeurs qu'on peut voir tout de suite facilement et il y a des valeurs qui ne sont pas facilement visibles à l'œil nu. Il faut que ce genre d'études-là soient faites et on constatera par exemple que dans des situations où on a fait de grands aménagements et où on croit que c'est l'agriculture qui apporte les ressources, on se rend compte que l'agriculture ne représente peut-être que 3% de la valeur totale d'un environnement donné. Cela veut dire qu'il y a pas mal de choses qui sont exploitées par les paysans, mais que nous ne comptabilisons pas. Ça ne rentre pas dans la comptabilité publique. Et du coup, quand vous allez voir le ministre des Finances, il vous dit oui, mais qu'est-ce que ça donne comme voilà. Tout à fait. Bon, les recettes, ce n'est pas seulement ce qui va, disons, dans les caisses de l'État, c'est également ce qui va dans le ventre du paysan. Et donc, on a intérêt à capitaliser tout cela, parce que c'est tout cela qui fait vivre nos communautés. Voilà, le professeur a mis l'accent donc sur les valeurs écosystémiques, sur comment préserver ce que nous avons et comprendre qu'au-delà des arbres, au-delà de Cancrela, au-delà des lions, même si tout de suite on ne voit pas leurs valeurs pratiques, eh bien ils jouent un rôle dans l'équilibre, dans le maintien, dans la cohésion de la vie sur Terre. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Grand merci à votre chaîne, mais aussi à l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une autre émission. N'hésitez pas à envoyer nous des suggestions, des emails, des questions que vous avez ou des thématiques sur lesquelles vous aimeriez que cette émission puisse se plancher. Nous ferons l'impérieux devoir de vous satisfaire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, la biodiversité, c'est la vie. Au revoir.